Pour la deuxième partie de notre séance commune, plutôt que des discours qui s'enchaîneraient, nous avons proposé à nos invités, monsieur le député européen Younous Omarjee, si tu veux bien me rejoindre, monsieur le représentant de la région Réunion, Patrick Guillaumin, je crois que c'est toi qui officie, si tu veux nous rejoindre, monsieur le représentant de l'État, monsieur Thierry de Vimeux, qui vient de poser ses roues de Johannesburg. Voilà, parti développer les échanges commerciaux. Prenez place, on va faire ça assis, je pense que ce sera plus confortable. Donc le thème de notre assemblée générale, à laquelle vous avez été conviés ce soir, il n'y a pas de protocole, vous êtes à la dire. Voilà. Donc le thème de notre assemblée générale ce soir, c'est un thème puisque nous pensons que les marges de manœuvre sont bien sûr au niveau de l'État français et la bataille pied à pied de la FEDOM à notre profit en est un témoin. Mais plus largement, là où il y a vraiment des possibilités de modifier la donne, d'avoir des fonds qui peuvent changer totalement la face de la Réunion, il nous semble que c'est plutôt au niveau européen. Je vais proposer donc à nos invités de répondre chacun aux mêmes questions à tour de rôle, et plutôt que des discours qui s'enchaîneraient. La première question serait la suivante. Comment la puissance publique au sens large prend-elle nos contraintes en considération et comment nous permettra-t-elle de renouer avec la croissance, qui est l'angoisse permanente de tout chef d'entreprise? Comment s'articulent à ce jour les différentes strates communautaires, nationales et locales dans lesquelles l'industriel moyen de la Réunion a un peu de mal à se retrouver? Alors, je suis très mauvais en protocole, donc vous allez m'aider. Qui veut prendre la parole en premier? Younous Omarjee, tu as le micro. Permettez-moi avant tout de remercier l'ADIR de la possibilité d'intervenir ce soir après votre assemblée générale qui, je le sais, a été très riche cet après-midi en discussion et en propositions aussi. Je veux d'abord saluer les parlementaires ici présents, Madame Erika Barège, le sénateur Paul Vergès, ainsi que l'ensemble des membres de votre assemblée. Je dois dire qu'il est plus impressionnant de prendre la parole devant vous que devant les 28 ministres de l'Union européenne à Milan. Je reviens de Milan où j'ai représenté le Parlement européen dans le cadre d'un Conseil des ministres de la cohésion. Si je vous en parle, c'est que cela a un lien direct avec tous les débats concernant le développement de la production réunionnaise et la dynamique économique que nous souhaitons pouvoir mettre en œuvre ou maintenir ici. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'Union européenne aura un impact immédiat sur nos territoires. Nous devons prendre la mesure de la situation actuelle en Europe. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Union européenne est en cessation de paiement de 23 milliards d'euros. De 23 milliards d'euros précisément sur ce qui nous concerne au premier chef, c'est-à-dire les fonds de la cohésion. 23 milliards d'euros qui font que la Commission européenne n'est plus en mesure d'assurer les paiements. Cela signifie que les opérateurs de la politique de cohésion, sur le FEDER, sur le FSE, etc., risquent de se retrouver dans quelques mois face à des factures qui ne sont pas honorées par l'Union européenne. Nous avons été donc à Milan pour tenter de trouver une solution à ce problème qui naît du fait que les États membres ne respectent pas leurs engagements. Mais surtout, nous avons été à ce Conseil des ministres pour discuter des liens entre ce qu'on appelle la gouvernance économique et la politique régionale. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais très rapidement. Aujourd'hui, dans l'ensemble des règlements européens,
vous avez les principes de conditionnalité macroéconomique qui font que lorsqu'un État laisse filer ses déficits, alors l'Union européenne est en possibilité, au bout d'une procédure, qu'on appelle la procédure sur les déficits excessifs, de suspendre les paiements sur les fonds de la cohésion, ce qui veut dire sur les fonds structurels. Cela signifie que pour tous les crédits dont nous avons évoqué rapidement tout à l'heure, il y a aujourd'hui une épée de Damoclès. Revenons à la situation en France. Nous savons qu'actuellement, la France est sous la surveillance de la Commission européenne et qu'elle ne serait pas en mesure, peut-être, de tenir ses engagements sur le déficit structurel et sur les 3%. Quelle sera la conséquence pour l'ensemble des régions françaises qui se voient de fait appliquer une sanction totalement injuste, puisque ce sont les régions qui vont se voir sanctionnées pour les manquements des États. Au niveau du Parlement européen, nous nous sommes battus contre ce principe de conditionnalité macroéconomique. Il est à présent inscrit dans le règlement, mais nous avons obtenu à Milan des États membres que nous soyons très associés. Donc il y aura une vigilance que j'exercerai pour qu'à terme, effectivement, on ne se retrouve pas dans une situation de suspension des paiements. Je vous en parle parce que tout ça n'est pas quelque chose de théorique. Ce sont des choses qui risquent d'arriver. Je referme la parenthèse sur Milan. Permettez-moi tout de même de faire un petit point d'actualité sur ce qui se passe actuellement au niveau européen et en particulier au niveau du renouvellement des institutions communautaires. Il y a eu le renouvellement du Parlement européen au mois de mai et aujourd'hui la formation d'une nouvelle Commission européenne. La désignation des commissaires aura une conséquence évidente sur les politiques qui seront mises en œuvre pour nos régions ultrapériphériques et sur la doctrine concernant l'application de notre fameux article 349 par l'ensemble des commissaires européens. Et puis bien sûr, les élections européennes avec les nouveaux rapports de force à l'intérieur du Parlement européen ont aussi un impact sur les politiques qui seront mises en œuvre. Je sais que vous en avez parlé cet après-midi. Je veux tout de même insister sur un certain nombre de points qui me semblent plutôt inquiétants et puis quelques points qui me semblent plutôt positifs. Les points plutôt négatifs, c'est une perte d'influence constatée par tous de la France au sein du Parlement européen. Nous avons perdu, quand je dis nous, c'est les Français, nous avons perdu la présidence du groupe majoritaire le plus important. Joseph Daul était le président du PPE. C'était celui qui pouvait obtenir parfois un certain nombre d'arbitrages favorables pour nous. Le PPE, aujourd'hui, n'est plus présidé par un Français. Et puis, nous avons également perdu à l'intérieur du Parlement européen d'un certain nombre de positions de force, compte tenu de l'entrée en force du Front national qui gèle un certain nombre de postes. Et avant de venir ici, j'apprends que le Front national serait sur le point de constituer un groupe, ce qui sera sans doute annoncé mardi ou mercredi à Strasbourg, compte tenu de la dissolution d'un autre groupe politique, ce qui veut dire que le contexte n'est pas très favorable à l'intérieur du Parlement européen. Au niveau de la Commission européenne, là encore, il y a quelques motifs d'inquiétude, en tout cas d'interrogation.
Bon, vous savez tous ici que je ne suis pas un fervent partisan de la politique conduite par le très atlantiste José Manuel Barroso. Bon, et que pour l'essentiel, j'ai combattu ses orientations générales. Mais j'admets bien volontiers que le président Barroso, qui était portugais, avait une écoute particulière concernant nos régions ultrapériphériques et que nous pouvions compter sur lui lorsqu'il s'agissait d'arbitrer en notre faveur sur des dossiers extrêmement délicats. Je ne referai pas toute l'histoire du POSEI, mais sur le POSEI, je crois que l'action du président Barroso a été positive. Toute la question est de savoir à présent quelle sera l'attention et l'intérêt même de Jean-Claude Juncker pour les régions ultrapériphériques. Est-ce que le nouveau président de la Commission européenne va se laisser entraîner par les services de la Commission qui, eux, pour le coup, sont en majorité assez hostiles aux propositions que nous portons pour donner une nouvelle dynamique à l'application de l'article 349 et à l'insertion des RUP dans l'ensemble des autres politiques européennes? Ou alors, est-ce que ce sera véritablement un président qui va arbitrer politiquement en faveur des régions ultrapériphériques? La question reste posée. J'ai rencontré le président Juncker au moment où il est venu à notre rencontre et les éléments de réponse qu'il m'a apportés ne me permettent pas à ce stade de dire s'il va plutôt incliner d'un côté ou de l'autre. Et puis il y a ce portefeuille extrêmement important de l'agriculture où le commissaire Ciolos n'est plus là et où nous aurons un Irlandais qui, là encore, c'est un point d'interrogation. Et puis enfin, la commissaire à la politique régionale qui remplace le commissaire Hahn. J'avais assisté à l'époque à l'audition du commissaire Hahn, qui est un Autrichien, il est toujours autrichien. Bon. Et le commissaire Hahn n'est pas quelqu'un qui a un intérêt particulier pour les régions ultrapériphériques. Bon, il est venu à nous par la nécessité, je pense, de sa fonction. Mais il a une vision qui est la vision plutôt allemande. Bon. Alors que la nouvelle commissaire, Corina Crețu, est une Roumaine. C'est d'abord une ancienne collègue du Parlement européen, mais c'est une Roumaine, un pays qui est très consommateur des fonds structurels, un pays dont les régions font partie des régions les moins développées d'Europe et avec laquelle, je crois, nous avons une convergence de vision. Donc j'ai confiance, pour ce qui me concerne, dans la possibilité que nous aurons, avec Corina Crețu, de donner un nouveau souffle et de concrétiser un certain nombre de propositions. Et puis dernièrement, pour conclure sur cet aspect des choses, au niveau du Parlement européen, j'ai la responsabilité aujourd'hui d'être le premier vice-président de la commission Régie. C'est une responsabilité importante qui est très concrète. Bon, on discute de la question de l'octroi de mer, où chacun sait que les arbitrages sont plutôt favorables, même si à ce jour, notre commission n'a pas encore été saisie. Bon. Et en tant que premier vice-président de la commission, je peux le dire, nous n'avons pas été saisis et nous interpellons en permanence la Commission européenne. Et nous allons être confrontés à un problème de calendrier pour que ce régime de l'octroi de mer puisse être définitivement adopté, en tout cas pour qu'on ne fasse pas violence au Parlement européen. Or, nous prenons un chemin qui ne me semble pas le meilleur aujourd'hui, puisque la Commission européenne n'a toujours pas transmis le règlement et que le Parlement européen va être mis une fois de plus devant
la nécessité d'approuver en urgence peut-être un régime qui mérite un examen attentif. Voilà, sur cet aspect des choses, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les fonds structurels, etc. Mais il faut bien partager le temps de parole. Oui, merci, monsieur le député européen. Qui reprendra la parole, évidemment, puisque chacun va rebondir sur les interventions des autres. Je me permets un petit break quand même au niveau de l'octroi de mer, qui sera certainement complété par notre expert local, Patrick Guillaumin. Le calendrier, vu de la fenêtre des industriels réunionnais, est absolument déterminant. Notre attente est que dans les fonctions que vous avez prises, vous soyez amenés à convaincre vos collègues d'accepter de se faire violence, pour ne pas dire plus, et d'examiner effectivement ce dossier en procédure d'urgence, puisque vous comme nous savons qu'on est déjà dans la procédure d'urgence, si j'ai bien compris. Et notre attente est qu'effectivement ce dossier au niveau de l'Europe soit définitivement adopté en fin de cette année, afin que les 6 mois qui seraient octroyés à la France pour la mise en œuvre définitive et à la Réunion se terminent aux alentours de juin 2015, ce qui nous permettrait de conclure ce dossier avec des élus connaissant le sujet, avec lesquels nous avons pu débattre, pas toujours de façon conciliante, mais c'est ça le débat. En tout cas, voilà, nous avons, nous, une demande qui est forte à votre égard, c'est de effectivement tout faire, enfin, au-delà de tout faire, de réussir, puisque les moyens nous importent peu, c'est le résultat qui nous importe, pour effectivement que ce calendrier décembre 2014 puis juin 2015 puisse être tenu.